Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et à tous et très très belle année. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette première émission de Si on parlait de sport en 2024. C'est la 30e avec Pauline Gaston-Conduit, Audrey Vidotto, Christian Laotiane, Marin de Pintis et Sébastien Couratin. Nous avons eu le plaisir de vous proposer ce rendez-vous hebdomadaire pour parler de sport, mais surtout donner la parole à ceux qui font le sport. Aujourd'hui avec Pauline, nous vous proposons un best-of de quelques-uns de nos meilleurs moments que nous avons vécus à l'antenne. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Bonne année à Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et son équipe, Clara Combe, Norbert Hens, Niels Juteis, qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés au quotidien pour la réalisation de cette émission. Ce fut un véritable travail d'équipe au sein de la Maison des Sports de la Beige où l'immersion au cœur d'un tel cadre fut une grande source d'inspiration, de rencontres et d'échanges entre les différentes disciplines que nous avons accueillies. Au sommaire de cette émission, vous retrouverez en première mi-temps une sélection des grands moments des interviews de sportifs. En deuxième mi-temps, des réactions d'invités qui ont participé à l'émission. Et si on parlait de sport, découvertes, nouveaux concepts, liberté d'expression, passion, la parole à ceux qui font le sport, la prolongation pour vous offrir un florilège de souhaits pour 2024 et une fin de match pour vous livrer le programme qui vous attend cette année. Mais avant le coup d'envoi de l'émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant match. Et c'est un avant-match un peu particulier que nous vous proposons avec, comme il se doit en début d'année, un petit retour sur ce qu'il s'est passé en 2023. Lancer une émission de radio sur le net au travers des seules plateformes podcast et réseaux sociaux était un pari osé. Nous l'avons fait. Et vous avez été nombreux à répondre présent au niveau du monde sportif. Sportifs de tous horizons, champions départementaux, régionaux, nationaux, Europe ou monde, entraîneurs, coachs, conseillers techniques, présidents de clubs, de comités, de ligues, voire de fédérations nationales, tous avec la même envie de transmettre votre passion, de défendre votre discipline, d'apporter un témoignage ou tout simplement venir échanger. Nous vous avons reçus avec le même plaisir et partagé vos émotions, vos passions. Nous avons découvert humblement certaines disciplines et vous nous avez donné envie d'essayer. Pas d'artifice, de la simplicité pour être à l'écoute et vos nombreux retours montrent à quel point vous aviez besoin d'expliquer, d'exprimer ce que vous faites chacun de votre côté. Aujourd'hui, c'est 30 émissions de 60 minutes, 52 chroniques de 5 à 10 minutes, produites et réalisées. C'est plus de 120 intervenantes ou intervenants qui sont venus sur le plateau de l'émission « Et si on parlait de sport ?» C'est le rendez-vous sport hebdomadaire du mercredi à 18h que vous pouvez réécouter comme bon vous semble sur les différentes plateformes podcast et sur notre chaîne YouTube. Auditrices, auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Les indicateurs montrent chaque semaine l'intérêt croissant que vous portez à ce nouveau concept. Nous vous en remercions. Continuez à nous suivre et parlez-en autour de vous. Plus on parlera de nous, plus on parlera de vous. Merci Laurent pour cette belle synthèse de l'émission à laquelle j'ai pris plaisir de participer. Une véritable aventure humaine et sportive comme journaliste. Il est temps à présent de lancer le match avec la première mi-temps. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Une première mi-temps où nous vous proposons quelques temps forts de nos émissions avec les réactions de champions. Pour commencer, nous allons écouter Swan Bejm, championne de France, d'Europe et du monde de taekwondo et entraîneur national de l'équipe de France de Poomsae. J'ai été championne de France donc dans la catégorie individuelle, mais également aussi en catégorie paire mixte, donc avec un partenaire masculin, et également en trio féminin. Donc là où en fait le travail est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment viser la synchronisation avec les deux autres partenaires, chose qui est aussi visée en mixte, mais c'est plus simple de travailler à deux qu'à trois. Le taekwondo se prépare à fond pour les Jeux Olympiques de 2024, mais pas que, il y aura aussi la suite, donc ça ne s'arrête pas à 2024, il y aura aussi Los Angeles en 2028, et ça se prépare maintenant. Donc ces championnats du monde, c'est très prometteur pour 2024, mais on va enchaîner tout de suite avec le circuit sur les Grands Prix qui vont être en fait déterminants sur le ranking international de ces athlètes pour pouvoir se positionner sur ensuite la préparation de Los Angeles. Le karaté, c'est simplement sport de démonstration lors des JO de Tokyo, alors que le taekwondo est olympique depuis 2000. Alors moi, j'ai démarré le taekwondo, j'avais 16 ans. C'est à la suite d'une première carrière sportive de gymnaste. Et donc, c'est à la suite pour la petite histoire, c'est à la suite de l'explosion AZF1,
qui a fait exploser mon gymnase où je pratiquais la gymnastique sportive à l'époque. Et puis, j'étais à un âge, vous savez, l'adolescence, parfois, on a envie d'autre chose. Et donc, la gymnastique, je l'ai mise un petit peu de côté. Et puis, j'ai débuté le taekwondo comme ça, par hasard, en rencontrant un ami de ma mère dans la rue. À 16 ans, j'ai commencé. Et puis, à 18 ans, 18-19 ans, je participais à mes premiers championnats d'Europe de Poomsé. Donc, disons que l'avantage qu'avait la gymnastique, c'est que ça construit très très bien les athlètes. C'est un sport que je recommanderais de base. Et moi, ça m'a permis quand même d'avoir une progression très très rapide. Sur l'ensemble, je dirais des arts martiaux, pour moi, la valeur la plus importante, c'est le respect. Le respect suivi ensuite de l'humilité. Et il faut quand même beaucoup de persévérance. Et ça, c'est vraiment une école de la vie que je préconise pour tous et à tout âge. Place maintenant à Bastien Blanquet, champion de France de paddle 2023. On a fini 3e avec l'équipe de France au dernier championnat du monde à Dubaï. Donc ça a été une première historique. Aucune équipe de France n'avait fait ça avant. Que ça soit chez les filles ou chez les garçons, il me semble. On a été super contents parce notre objectif était 4e ou 5e, parce qu'on avait fait 4e 2 ans avant au championnat du monde à Doha. Et on se retrouve sur la petite finale contre le Portugal et on fait un match dantesque avec donc la confrontation. Là, s'il faut remporter 2 matchs, et il y a 3 matchs, il faut en remporter 2, gagner 3-0 ou 2-1. Et on a gagné 2-1 et c'est Thomas et moi qui donnons la victoire sur le 3e match décisif à minuit au bout de la nuit contre les Portugais. C'était juste exceptionnel, un très bon souvenir. J'ai fait du tennis assez jeune, mais je suis un des rares joueurs être dans les meilleurs français à pas avoir été première série ou seconde série ou au niveau au tennis. J'ai fait un peu de tennis, beaucoup de foot. Et après, un sport de raquette me manquait. Sur Blagnac, sur Toulouse, on était une région où il y avait du paddle depuis très longtemps. Et par hasard, en commençant à jouer avec ma famille, on connaissait le sport parce qu'il y avait T1 sur Blagnac. Un dimanche, on jouait avec mes sœurs et mes parents. J'ai aimé, vers 13-14 ans, je me suis inscrit à l'association qui avait à Blagnac et après les compétitions, j'ai eu des bons résultats tout de suite. Et après mes études, j'ai décidé de partir sur Madrid en faire ma carrière. Dès que j'ai goûté au paddle, ça reprenait tous les coups du tennis. C'était un sport qui se joue à 2, donc c'est quand même un petit peu un sport collectif, même si ta carrière est individuelle. Et c'est un sport fun, c'est ludique, c'est sympa, c'est convivial, on est proche de ses adversaires aussi, on est proche de son partenaire. Moi, c'était un coup de cœur tout de suite et j'ai tout de suite regardé, j'ai passé des heures à regarder le circuit pro sur YouTube où il y avait les vidéos, il n'y avait pas encore la télévision, c'était pas encore télévisé et je tombe amoureux et je me suis dit je veux faire ça comme carrière et après mes études, parce que mes parents m'ont dit faut quand même faire un peu d'études et après j'ai eu l'opportunité de partir sur Madrid et de vivre quelques années là-bas. Tournons-nous vers Daria Fastre-Boursinac, joueuse de tennis au Stade Toulousain. Je dirais déjà de prendre goût à la compétition, qui est davantage de jeunes filles qui prennent plaisir à s'inscrire en tournoi, en compétition, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une différence assez importante entre les tableaux hommes et femmes. Il y a beaucoup moins d'inscrites. Donc ça part de maintenant la nouvelle génération qui, je pense, va être plus motivée aussi pour faire de la compétition. Après, moi, le tennis, j'ai commencé, ça m'a rapidement plu. Je faisais d'autres sports à côté et les premiers matchs m'ont vraiment, ce côté mental, tous ces aspects-là complexes. Stratégie aussi. Cette stratégie, ça m'a tout de suite motivée. Ça m'a frustrée d'abord en premier, mais c'est de toute façon, il faut aimer, quand on fait du tennis, il faut aimer aussi cette tension, cette frustration. Mais c'est ce qui m'a motivée derrière à aller m'entraîner pour essayer de progresser. Continuons avec Sylvain Chavanel, cycliste professionnel de 2000 à 2018, ayant remporté 3 étapes du Tour de France et qui a été 6 fois champion de France du contre-la-montre. C'est la première année tout d'abord que je suis pas sur le Tour de France H24 tous les jours. Donc c'est mon premier mois de juillet depuis tant d'années, donc c'est après plus de 20 ans, auprès des miens, auprès de ma famille, donc j'apprécie énormément et comme tout supporter et tout passionné, je suis le Tour de France par la télévision. Ce qui m'a marqué, c'était mon premier tour en 2001, donc j'arrivais d'un milieu amateur et puis le rêve de tout cycliste amateur, c'est d'un jour participer au Tour de France. Moi, c'était le cas, mon premier tour très jeune, à 20 ans. J'étais le benjamin du Tour. Donc moi, ça m'avait marqué parce que le Tour, c'est surdimensionné, c'était une foule énorme. Donc ça, c'est une image qui reste gravée à jamais pour moi. J'ai des défis, mais après, j'ai plus l'âme compétiteur que j'avais dans les années passées.
Je me fais plaisir, donc je fais un peu de triathlon que j'ai découvert il y a 3 ans. Après, je fais des courses de chevaux donc en tant que driver amateur. Donc je peux driver pour des propriétaires. Donc ça me procure aussi des sensations. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Et puis après, j'ai des projets immobiliers, tout ça, donc personnels, ce qui me permet d'être actif. Passons à la boxe avec Bilal Benama, champion d'Europe des moins 51 kilos et qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une belle médaille d'or et une qualification surtout pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors écoutez, moi la boxe c'est surtout une affaire de famille. Mon père, mes oncles qui étaient boxeurs à l'époque, donc moi c'est que j'ai commencé très tôt, à l'âge de 4 ans. Le papa, voilà, quand il disait de venir, il fallait venir. Bon après au début c'était plus pour jouer, voilà, moi il y avait mon frère aussi, donc je m'amusais beaucoup avec lui. Et voilà, c'est à partir de l'âge de 8 ans où j'ai commencé à faire où j'ai commencé à boxer, mais c'était plus de la boxe éducative où c'était que du toucher. Donc là c'est vraiment là où la compétition a commencé pour moi. Et puis ensuite là où je me suis révélé, ça a été à l'âge de 14 ans où j'ai fait pour la première fois champion de France. Donc c'est là où vraiment tout a basculé, où j'ai commencé à intégrer l'équipe de France jeune, donc et le haut niveau surtout. Donc c'est vrai que c'est très tôt, 14 ans c'est jeune, mais voilà, c'est là où tout a décollé pour moi. Tout commence par les sacrifices. Moi j'ai quitté ma famille à l'âge de 15 ans, où je suis parti en sport-études à Nancy. À l'autre bout, c'est vrai que ça a été dur, mais des sacrifices qui ont payé parce que par la suite, j'ai commencé à faire des résultats. J'ai fait médaille de bronze au championnat du monde. Ensuite, derrière, j'ai encore confirmé avec en été champion d'Europe. Ensuite, vice-champion du monde. Donc forcément, ça ouvre beaucoup de portes. J'étais jeune. Ça a été ma première Olympiade. C'est vrai qu'il faut savoir gérer ses émotions parce que avec l'engouement qu'il y a autour, c'est vrai, ça a été vraiment dur. Et surtout cette défaite injustifiée, terrible, qui m'a vraiment mis un coup. C'est pour ça que je dis beaucoup aux gens qu'il faut bien s'entourer parce que moi j'ai eu ma famille derrière qui m'a beaucoup aidé. En vrai, les jeux, surtout en boxe, vu que c'est très compliqué, on n'est pas assez vu. C'est une compétition qui peut changer une vie. Et quand on perd au premier tour et qu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer, forcément, frustration terrible. C'est une frustration terrible et du coup, voilà, heureusement que j'ai eu mon père et ma mère derrière, mon frère et mes sœurs aussi. J'ai réussi à remonter la pente et je suis content parce que par la suite, ça a confirmé. Je dirais plus revanchard parce que voilà, j'ai envie de montrer que j'ai les qualités pour faire une médaille olympique. Surtout que c'est à la maison, c'est chez nous, c'est en France, donc forcément, il y aura plus de motivation. Il n'y a pas le Covid, donc ma famille sera présente et pour moi c'est une très grande force et c'est ce qui me permettra, je pense, d'aller jusqu'au bout, je l'espère. Leur faire comprendre que ça reste quand même du noble art, qu'on peut prendre une part de plaisir en faisant de la boxe. Il y en a même pour certains que c'est un remède, ça leur fait du bien, ça les décompresse, donc ça aide aussi. Mais moi je leur conseille vraiment de venir et d'apprendre ce sport et le pratiquer à fond parce que je sais que pour ma part ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ce que je dis surtout aux jeunes, c'est de venir, vraiment de venir et de tester parce que vraiment il y a de quoi faire, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu en galère, donc qui essaient de trouver un bon chemin et le sport pour moi c'est le meilleur remède pour pouvoir s'en sortir, donc voilà, c'est vraiment ça que je leur dis. Poursuivons avec Maxime Arquet, vice-champion de France handibox. Il s'avère que l'handisport en boxe anglaise, ou comme on l'appelle handibox, est en plein développement. Il y a des tournois nationaux, régionaux, et l'objectif pour moi, ce serait qu'un jour on puisse l'avoir au programme des Paralympiques. Et en tout cas, de mon côté, et en lien avec le Blagnac Boxing Club depuis cette année, c'est vraiment d'œuvrer pour ça. Et déjà, de par mon parcours de vie, comme beaucoup de boxeurs et qui ont fini champion du monde ou quoi, c'est que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Donc, il a fallu à un moment donné que je puisse me sortir de tout ça. Et pour moi, les sports de combat, dont la boxe anglaise, a toujours été un exutoire pour moi et une forme de résilience. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis donné corps et âme dans la discipline pour m'entraîner constamment et atteindre mes objectifs que Donc, tu as commencé à quel âge ? Alors, moi, je suis arrivé à la boxe depuis cette année. J'ai fait plusieurs sports de combat auparavant.
Mais vraiment, la boxe anglaise est vraiment un sport très très complet dans lequel mon handicap s'atténue. Oui, c'est là où je me retrouve le plus. Et puis j'ai la chance d'avoir été accepté au Blagnac Boxing Club parce que ce sont des choses que tout le monde ne peut pas forcément accepter. Là, ils m'ont accepté. Je rejoins donc le meilleur club de France. On a été titré cette année meilleur club de France, que ce soit au niveau professionnel, amateur, olympique. Alors j'ai Bilal avec moi, avec qui je suis là aujourd'hui, mais il y a aussi Habib Benama, son petit frère qui est champion de France professionnel depuis cette année. On a Marlon Brun, on a aussi sa sœur Rim qui est championne de France. On a Ashley qui est aussi championne de France militaire et en amateur. C'est un environnement sain, déjà familial, et quand on côtoie les meilleurs, automatiquement on devient meilleur. Déjà, faut oser. Je pense, il faut pas avoir peur. Nous, on est un club, par exemple, qui accueille tout le monde. Ils m'ont accepté moi, donc ils peuvent accepter tout le monde, quel que soit le public. On a plusieurs catégories, donc vraiment de la boxe éducative à la boxe amateur, voire à la boxe professionnelle. Donc vraiment, il faut franchir le pas et à partir du moment où on est mordu, on s'arrête plus, quoi. Changeons de perspective et entendons maintenant Brianna Vidé, multiple championne de France et vice-championne du monde en escrime handisport. Alors le monde handisport, c'est un peu particulier parce que nous en escrime, l'escrime paralympique, c'est en fauteuil roulant. Donc quel que soit le handicap, quelle que soit la pathologie, on est en fauteuil roulant. Donc ça va des gens comme moi qui ont des handicaps congénitaux, qui passent à peu près inaperçus au quotidien, à des gens qui sont en fauteuil roulant au quotidien. Moi, du coup, je suis née avec une malformation du pied. Et j'ai toujours fait ma vie normalement au quotidien. Mais pour le sport, c'était plus compliqué. Ça me demandait beaucoup plus de force. L'endurance, c'était compliqué et ça créait des douleurs, notamment à l'arrivée dans l'adolescence où on grandit vite et fort et puis les autres deviennent plus forts et moi, j'étais plus en difficulté. À ce moment-là, il y a un paraplégique qui est arrivé dans le club dans lequel je faisais du sabre en loisir parce que les compétitions, ça commençait déjà à devenir compliqué. Et il m'a présenté l'escrime handisport et c'était un sujet, c'était quelque chose... je m'étais jamais posé la question d'aller chercher de l'handisport, que ce soit en escrime ou dans autre chose, parce que j'avais pas été élevée comme ça et parce qu'il y en avait pas dans mon entourage. Et donc j'ai rencontré cette discipline à ce moment-là, j'avais 13 ans et en fait quand je me suis installée dans le fauteuil, j'ai pu faire de l'escrime sans avoir mal. Et ça c'était une première depuis quelques années et du coup ça m'a de suite plu, mais c'était quand même des sensations qui étaient différentes. Donc j'ai passé 2 ans à faire et de l'escrime valide un petit peu, et puis de l'escrime en fauteuil. Et à 15 ans, j'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai pris complètement la voie de l'escrime handisport à ce moment-là. Oui, c'est allé très vite. Alors, c'est allé assez vite parce qu'on est un milieu où on n'est pas très nombreux, où on est encore moins nombreuses. Chez les filles, on n'était pas beaucoup. Mes premiers championnats de France, on était moins de 8 classés. Donc, quand j'ai commencé à 15 ans, je suis allée sur ma première compétition que j'ai gagnée. 2 mois après, je me suis retrouvée au championnat de France. Je les ai gagnés. C'était pas si facile que ça, j'ai gagné 15-14 et puis là on m'a dit tu pars sur les Coupes du Monde dans 3 mois. Déjà sur des handicaps comme le mien où on se dit qu'on peut tout faire comme tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse de l'handisport. C'est vrai, mais on peut aller s'y essayer juste pour le plaisir comme ça. Ici en Occitanie, on a la chance d'avoir plein de clubs d'escrime et plein de clubs qui proposent de l'escrime handisport parce qu'il faut savoir que les clubs d'escrime handisport sont mélangés aux clubs d'escrime valide. Les valides, ils ont juste à s'asseoir dans le fauteuil en face de nous pour faire de l'escrime avec nous. Et ça, c'est une vraie richesse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'handisports qui ont cette chance-là. Donc passer les portes d'un club d'escrime et ça suffit. Faisons place à la lutte et notamment à la lutte sur sable avec Lilou Dupinet et Hugo Queno. Alors moi, j'ai commencé la lutte à l'école primaire. J'ai découvert la lutte par l'école primaire et ensuite donc je suis rentrée au club à Font-Romeu, donc je viens de là-bas. Et ensuite, je suis rentrée directement en Pôle Espoir, donc la première année. Et j'ai fait 6 ans de Pôle Espoir.
Et ensuite, je suis arrivée à Toulouse. Et là, je continue le haut niveau. Donc, je suis actuellement en équipe de France de lutte sur sable. Voilà, et ça fait 10 ans que je fais de la lutte. En fait, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. En fait, je viens du taekwondo à la base, donc rien à voir, sport de percussion. Mais en fait, c'est juste que je cherchais un autre sport de combat. Et vraiment, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours aimé les sports d'opposition. Donc voilà, et quand j'ai commencé, vraiment, j'ai pas voulu arrêter. J'ai continué pendant 10 ans. Et le sable, ça a été vraiment une très grande découverte. J'ai comme redécouvert un sport en fait, parce que c'est très différent de la lutte sur tapis. La lutte sur tapis, c'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout la même stratégie de combat. Et j'ai découvert ça à la base pour le fun, et maintenant je suis dans le haut niveau, donc voilà. C'est vrai que les filles, la lutte féminine, en France, ça va pas. Enfin, il faut que les filles elles viennent. Enfin, vraiment, moi, c'est un sport que je connaissais pas avant, que j'ai découvert, et ça fait 10 ans que j'en fais. J'adore ça, et comme a dit Hugo, c'est en fait le côté sport de combat, ça peut faire peur, mais justement la lutte, c'est pas comme les sports de percussion, c'est beaucoup plus doux, on va dire, comme sport de combat. Et puis surtout, c'est un sport qui est très complet. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la lutte, j'avais pas trop de qualité physique. Genre, je suis arrivée, je faisais 40 kilos. Et en fait, ça renforce le mental. Et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à m'accrocher et à continuer la lutte. Donc, pour moi, la lutte, ça apporte plein de choses, plein de qualités physiques et tout ça. C'est très complet comme sport. Donc, venez, les filles, venez. Alors, moi, je viens du rugby. J'ai fait beaucoup de rugby dans ma vie. Et j'ai commencé la lutte pour m'améliorer au rugby au départ. C'était ça. Et au fur et à mesure des entraînements de lutte, ça m'a beaucoup plu, et j'ai finalement arrêté le rugby pour faire que de la lutte, parce que c'est ça qui me motivait le plus. Et du coup, ça fait, on va dire, 3 ans et demi, 4 ans que je fais vraiment de la lutte très sérieusement. Et du coup, j'ai de la chance, je suis dans un super club, j'ai vite progressé, et maintenant c'est cool, je fais des podiums, c'est cool. Il n'y a pas de secret, hein. Comme dans tout, il y a l'entraînement, et l'entraînement, quand on fait tous les jours, au bout d'un moment, ça paye. On est dans un très bon club aussi, un des meilleurs clubs de France, le Toulouse Youth Club. Et il y a un très bon niveau, un entraîneur qui vient du Daghestan, qui a donc des origines tchétchènes et qui nous apporte beaucoup de la lutte. Et moi, vraiment, je m'entraîne super bien là-bas. C'est trop bien. Avec des ambitions de Jeux Olympiques ? Ah oui. La lutte sur sable, elle arrive normalement pour les filles en 2028. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que là, on est lancé en fait dans le haut niveau. Et pour les filles, c'est super intéressant. Le conseil pour pratiquer de la lutte, vraiment, c'est de venir, de se faire plaisir. Et en fait, c'est super sympa parce que c'est un sport de combat où on a l'appréhension du combat, et c'est un sport qui, malgré tout que ce soit du combat, où on se blesse très rarement ou très difficilement. Donc c'est génial d'avoir cette complicité-là entre le sport de combat et le fait de se préserver physiquement, psychologiquement aussi. Du coup, faut venir tester, et juste apprécier le moment. Sans plus tarder, passons à l'haltérophilie avec Leilou Lauré, 4e au championnat de France des moins de 20 ans. C'est vraiment la curiosité en fait qui m'a amenée là-bas, et après j'ai testé une première compétition et j'ai continué. Je suis tombée amoureuse du sport en fait. De pas avoir peur, qu'il faut oser, que avec l'haltérophilie on va pas devenir un gros camionneur, que c'est vraiment tout en proportionnalité et c'est super en tout point de vue. En fait, on a toute une préparation avant la compétition. Ouais. On va choisir nos barres de départ, etc. C'est généralement des barres qu'on maîtrise approximativement. Et après, on monte en fonction de l'athlète, s'il est capable d'enchaîner avec plus 3 kilos ou plus 5 kilos. Et vous faites quoi d'habitude ? Plus 3, j'aime bien. Plus 3. Et donc, discrète, c'est quoi la maxi pour vous en ce moment ? Alors 58 à l'arraché et 70 à l'épaule jetée. Maintenant, tournons notre attention vers Léo Vuitton, champion du monde des moins de 23 ans en kayak slalom. Cette année, c'est ma première année en équipe de France moins de 23 ans. Voilà, donc déjà, j'étais content de m'être sélectionné. Et c'est vrai que sur les championnats du monde, j'arrivais avec des objectifs de performance, mais en sachant que la concurrence est rude. Donc déjà, je m'étais dit de faire une finale et voir un podium, c'était super. Et en finale, j'arrive vraiment à produire une très belle manche, à tenir jusqu'en bas. Et là, en plus, la cerise sur le gâteau, du coup, c'est qu'on fait un triplé français. Les 3 de l'équipe ont fini 1, 2 et 3. Déjà, on a gagné, on a été champion du monde par équipe au début de la compétition. D'accord. Et ensuite, en individuel, on termine les 3 sur le podium. Et c'est historique sur des championnats du monde moins de 23 ans. Ça a jamais été fait par aucune nation avant. C'est sûr que après le niveau senior, il est encore un cran plus élevé.
Mais déjà cette année sur les sélections, je m'en rapprochais. Donc je pense que c'est encore quelques années de travail, de gagner un peu en précision, des petits détails, voilà. C'est ça un peu qu'il faut travailler dans le haut niveau pour vraiment aller chercher le top du top. Et voilà, j'ai travaillé dur et j'espère que ça paiera pour les prochaines années. Globalement, je m'entraîne 2 fois par jour. Les entraînements, ils durent en moyenne 1h30, je dirais, sur l'eau. Et après, on fait aussi beaucoup de préparation physique à côté, donc en salle de musculation, en cardio en faisant de la course à pied. Voilà, on garde aussi de la polyvalence, un peu d'escalade, du ski d'hiver. Voilà. Mais l'essentiel de l'entraînement, c'est surtout en bateau sur l'eau. Et aussi, on fait des gros stages, du coup, où on va par exemple aller à Pau ou à Vers-sur-Marne sur le bassin des Jeux, où là, vraiment, on va y aller pendant une semaine et naviguer 2 fois par jour en eau vive. Sans plus attendre, écoutons attentivement Quentin Poujol, champion du monde du 10 000 mètres sur piste en roller. Du coup, j'ai 18 ans. Ouais. Un peu jeune. Et j'ai commencé le roller, c'était pas à Pibrac, c'était à Saint-Orens, dans un club un peu plus petit. Et c'était où là, il y avait de la course, mais à un niveau beaucoup moins élevé qu'à Pibrac. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour le roller course, on a besoin de certaines infrastructures, comme des routes ou des pistes. Et en fait, à Saint-Orens, on avait juste un gymnase. Et du coup, en 2016, quand j'avais 11 ans, je suis parti à Pibrac. Et du coup, depuis, je m'entraîne à Pibrac. Et du coup, là, fin août, j'ai été sacré champion du monde sur le 10 km à élimination en junior. Et du coup, les courses de fond, ça se divise en 2 courses. Soit il y a la course à points ou soit la course à élimination, qui exige pas forcément les mêmes qualités. Il y a forcément des qualités d'endurance, mais la course à élimination se base surtout sur la fin. Où en fait, le but, c'est tous les 2 tours, on élimine les 2 derniers. Et du coup, ça fait qu'à la fin, quand il reste 3, c'est un sprint entre 3 personnes. Du coup, c'est super important d'être rapide. Et la course à points, c'est tous les 2 tours. Les 2 premiers gagnent 1 et 2 points. Et du coup, là, le but, c'est surtout d'être très résistant et d'avoir beaucoup d'endurance. En hiver et en été, on va pas forcément faire les mêmes entraînements. Je pense que l'hiver, j'étais plus dans les 15 heures d'entraînement, un truc du genre. Et quand on arrive en été, on s'entraîne plus à roller et on s'entraîne un peu moins des fois pour faire des choses un peu plus dures. Et je descendais plutôt à 11-12 heures. Quand j'étais tout petit, à l'âge de 6 ans, j'avais beaucoup d'énergie et j'aimais beaucoup le sport. Et du coup, je suis allé au forum des associations de ma ville. Et du coup, j'ai essayé plein de sports. Et il y avait le roller. Du coup, je me suis inscrit au roller. Ça m'a beaucoup plu. Et au fil des années, du coup, j'ai continué. J'ai réussi à être assez performant dès le plus jeune âge. Du coup, j'ai aimé ça et j'ai continué. Quelques mots maintenant de la part de Julie Legatenji, capitaine de l'équipe du Toulouse Féminin Handball. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je peux tout concilier et que tout est bien défini et clair, il faut y aller. Il ne faut pas se mettre de limites. Après, c'est vrai que c'est pas simple. Il faut se trouver des petits ajustements. Des fois, j'ai des entraînements juste avant ceux des petites, donc je dois partir un petit peu avant l'entraînement pour pouvoir assister aux miens. Mais je me dis que tant qu'il y a du plaisir et de la passion, c'est une organisation. C'est toujours pareil. C'est mon activité professionnelle me permet aussi de pouvoir gérer ces temps-là parce que je travaille à mon compte. Donc, c'est moi qui choisis mon emploi du temps quand j'ai envie de travailler et quand j'ai pas très envie non plus, mais ça me permet de pouvoir gérer ces temps de récupération, aller travailler et m'investir dans les 3 domaines. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ma passion, le handball, me permet de travailler dans un domaine de performance, que ce soit moi ou avec les jeunes, parce qu'on est dans un registre de performance aussi. Mais dans ce métier de coach sportif, en fait, je peux travailler juste sur du sport bien-être. Donc, c'est-à-dire que la performance, on s'en fiche, ça passe au second plan. Par contre, tout ce qui est sport santé, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça me permet de pas toujours être dans la même dynamique et la même philosophie. Donc, je travaille avec des gens, ça peut être des personnes qui reprennent le sport, des personnes qui veulent commencer, qui veulent s'entretenir, et c'est un régal. Une journée type, alors, on va partir du principe qu'elle a 2 entraînements dans la journée. Donc, par exemple, le lundi, je me lève. Alors, si j'ai des coachings avant, le matin, je vais travailler. À midi, c'est entraînement jusqu'à 1h15. Après, on mange, on récupère un peu, on repart travailler s'il y a d'autres coachings. Après, je vais entraîner les petites à 18h30 jusqu'à 19h45. Et après, je file à la muscu à 20h jusqu'à 21h15. Ça, c'est une journée assez complète, on va dire. Personnellement, quand tu passes autant de temps dans quelque chose, il faut vraiment que ça te passionne. Et c'est pas simple tous les jours. Il y a des entraînements, c'est dur. Des fois, il n'y a pas que le handball, il y a du physique.
ce qui est des fois un peu pénible, mais ça fait partie du sport, donc c'est une réelle passion, et je pense qu'à partir du moment où tu perds ça, t'arrêtes. Tu t'investis plus autant, tu vas faire du loisir, mais s'entraîner 6-7 fois semaine, se déplacer à l'autre bout de la France, revenir, non, c'est de la passion. Sinon, tu le feras. Enfin, moi, personnellement, je ne le ferai pas. À partir du moment où il n'y a plus de passion, j'arrêterai. Écoutons aussi Marion Tess, arrière droite du Toulouse Féminin Handball. Du coup, moi, ça fait 8 mois que je suis blessée, donc c'est pas le même parcours que Julie à côté. Moi, la journée, je suis en rééducation à Medipol toute la journée, et le soir, on s'entraîne. Et depuis 2 mois maintenant, moi aussi, j'ai ouvert une entreprise qui s'appelle le Puppy Yoga. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, tu en parles. Voilà, c'est super. Ça me fait un petit peu de pub, tant mieux. Et en fait, le principe, c'est de la relaxation avec une prof de yoga classique, tout à fait normale. Et on associe ça en fait avec de la socialisation de chiots, donc de chiens. Voilà. Et donc sur une séance d'1 heure, un éleveur de la région va pouvoir le mettre en avant, faire partager sa passion, une race, parce que nous on essaye de travailler avec des races pas trop forcément connues, pour par exemple des chiens dits dangereux entre guillemets, que les gens n'auraient pas forcément à premier regard aller les voir. Et donc pour eux surtout ça leur permet d'être, quand ils sont plus grands, d'avoir une certaine maturité, d'être bien dans leurs pattes. Donc c'est une activité qui associe les deux, et ça marche bien parce qu'on est complet tous les week-ends. Moi, c'est un petit peu pareil. Je me suis souvent posé la question, la différence, c'était la passion ou pas. Parce que moi, je pourrais faire n'importe quel autre sport, j'adore ça. Donc, mais le hand, je pense comme Julie, ça fait des années qu'on est dedans. On a réussi à atteindre ce niveau-là. Donc, on force là-dedans. Mais oui, comme dit Julie, je pense que si on n'avait pas la passion, les voyages à l'autre bout de la France et les entraînements tous les soirs, qui sont pas tous forcément faciles, il y aurait pas. Donc, oui. Enfin, c'est Auristel Mars qui va terminer cette première mi-temps, médaillée en tennis paralympique aux JO de Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996. Alors moi j'étais passionnée de gymnastique. À l'âge de 7 ans, je commence la gymnastique. Donc entraînement effectivement quasiment quotidien. Et puis nous sommes à 15 jours des championnats de France, et donc un entraînement intensif, et là ça va être la chute, la mauvaise chute. Je vais chuter sur le bas du dos, fracture, luxation de la colonne vertébrale, qui va entraîner une paraplégie, une paralysie du même membre inférieur. Donc effectivement, tout s'écroule, tout bascule, ma vie bascule. Et donc un an de rééducation, beaucoup de questionnements, mais l'ADN parle. Et on est sportif, quand on est sportif, on est sportif. Donc l'ADN parle, et là dès que je peux, j'ai une très grande envie de reprendre le sport. Au début, vraiment que pour le plaisir, aucune ambition. Quand on se remet d'un accident si grave, d'un basculement de vie aussi important, donc il y a sa propre force, c'est vrai. Moi, j'ai la chance d'être très optimiste, d'être une battante, enfin on est sportif, on est battant, mais j'ai la chance effectivement d'avoir un super entourage qui me porte, qui est très très optimiste également. Et donc je continue en quelque sorte ma vie comme avant. Le but, il est là. Et puis moi, voilà, donc très vite le sport. Et donc je vais réfléchir, je me dis quel sport faire. Parce que moi, à part la gymnastique et la danse, qui étaient mes 2 grandes passions, c'est compliqué. Et puis bon, se retrouver en fauteuil à l'âge de 14 ans, forcément, c'est une très grande rupture. Et là, je me dis, pourquoi pas le tennis? Donc moi, au début, je choisis le tennis en e-sport parce que le cours, c'est le même. Parce que je me dis, aller taper la balle sur un cours au soleil le week-end, j'idéalise un petit peu avec mes frères, des copains. Bingo, je trouve ça super. Donc c'est ma première idée. Et puis je commence les entraînements. Et puis donc au début très très difficile, très compliqué, repartir de zéro, tout réapprendre, alors que j'étais au niveau. Enfin bon, c'est très dur mentalement, physiquement. Mais l'ADN parle, donc je persiste. Et puis je commence les entraînements réguliers. Et quelques gars, mais plusieurs années plus tard, me voilà reparti cette fois-ci avec mon fauteuil. Et là je vois bien que ma foi, je prends du plaisir. Je commence à être compétente sur un cours malgré mon fauteuil roulant. Et ça c'est une vraie découverte. Le handicap, certes, le handicap, mais je deviens une sportive, je deviens une joueuse de tennis. Bon, il me faut des mois, des années, mais donc des tournois, je monte, donc je m'inscris à des tournois. Au début, je perds et puis je gagne de plus en plus. Et là, je monte dans les classements, donc départemental, régional, national. Et là, déjà, plusieurs années se sont écoulées. Et là, je commence à prendre du plaisir. Bon, il m'a fallu quelques temps, parce qu'effectivement, avant, après l'accident, mais je commence à prendre plaisir et surtout, coup droit, revers, service, volée, ma foi, ça marche pas mal. Et je gagne, et je marque des points, je mets en place une stratégie. Enfin bref, je deviens compétente, quoi. Et je me fais plaisir. Et là, j'intègre le groupe France.
je deviens membre de l'équipe de France. Et quelques années encore plus tard, après des tournois internationaux, des stages, des Coupes du Monde, eh bien, je parviens à me sélectionner aux Jeux paralympiques de Barcelone 92. Et puis, ce que vous avez dit, Atlanta 96. Bon, là, après je suis à fond, je m'entraîne tous les jours. Une française, je monte jusqu'à 4 mondiales. Et puis là, je ne fais plus que ça, quoi. Des études et plus que ça avec des horaires aménagés pour mes études de management du sport. Enfin, voilà. Donc, je suis à fond et je me donne les moyens d'y arriver. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec des réactions d'invités qui ont participé à l'émission. Et si on parlait de sport, découverte, nouveaux concepts, liberté d'expression, passion, la parole à ceux qui font le sport. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport, découverte, nouveaux concepts, liberté d'expression, passion, la parole à ceux qui font le sport avec des réactions d'invités qui ont participé à ces émissions. Bonjour Maxime, on est très heureux de te réaccueillir dans Et si on parlait de sport. Tu es présent pour notre soirée de présentation de ces 25 émissions et nous on a eu la joie de t'accueillir pour représenter le sport et notamment l'handisport lors d'une émission radio. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu et témoigner de ton expérience auprès de notre émission? Alors, moi, comme précédemment dit, je suis Maxime Arquet, donc je suis boxeur en boxe anglaise en handisport. Je suis vice-champion de France en handibox, c'est le terme qu'on donne pour la boxe anglaise en handisport. Et je suis très honoré de répondre favorablement à l'invitation. L'émission précédente dans laquelle je suis passé avec mon confrère Bilal Benama, c'était une super expérience. Nous avons pu témoigner de notre parcours sportif, mais aussi personnel. Et nous avons vraiment ressenti une réelle bienveillance, un accueil très chaleureux et vraiment une équipe vraiment très à l'écoute et très humaine dans le sens de l'écoute, qui est très important au niveau de la radio notamment. Comment t'es ressorti après l'émission? Quels étaient tes ressentis et comment t'étais après? Franchement, j'étais fier d'avoir pu participer à une émission de radio qui venait juste de naître, puisqu'elle est toute jeune, et de pouvoir aussi participer à son expansion. Et derrière, j'étais très content de pouvoir la promouvoir sur mes réseaux derrière. Et je lui souhaite vraiment de réussir dans sa quête future. Est-ce que ça a pu promouvoir un peu tes valeurs, ton parcours, et est-ce que ça t'a permis aussi d'augmenter ta visibilité? Je pense qu'il y a eu une certaine émulation, il est vrai. L'handisport au niveau de la boxe anglaise n'est pas trop étendu, à mon sens. Je crois qu'il y a encore du développement à faire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas tant de galas en boxe anglaise, que ce soit chez les amateurs ou les professionnels, qui proposent un combat en handisport. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Mon objectif, ce serait qu'un jour, l'handisport en boxe anglaise soit au programme des Paralympiques. Alors peut-être il y a du chemin, mais au fur et à mesure, après, oui, j'ai eu un autre article derrière dans le magazine de la Fédération française de boxe. Donc petit à petit, faut être patient et voilà. En tout cas, nous, que ce soit Bilal et moi, à notre niveau, on était très contents de pouvoir témoigner et interagir avec vous parce qu'on n'était pas tout seul.
Donc voilà, c'est... Merci beaucoup. En quoi tu recommanderais l'émission à une personne qui hésiterait encore peut-être ? À titre d'auditeur ou à titre de personne? Les deux si tu veux. Mais vraiment, je trouve que le format de l'émission est vraiment top. Pour une personne qui aime écouter tout ce qui a un rapport avec le sport, je trouve que ça met une touche de fraîcheur. Ça sort de l'ordinaire. Voilà, je lui conseille fortement parce que même moi, je serais en capacité aussi de l'écouter et de le recommander aussi aux gens qui m'entourent. Et pour une personne ou un club ou un comité, franchement, je le recommande fortement au niveau déjà pour qu'elle puisse s'exprimer si elle n'a pas l'occasion de le faire. Et aussi en termes de visibilité. C'est passer dans un média, quel qu'il soit, surtout au niveau de la radio qui est en train de s'étendre et je trouve que c'est le média à l'heure actuelle qui évolue le plus. De pouvoir justement être en capacité de parler de son projet et voilà, et d'avoir une meilleure visibilité aussi. Avec sincérité comme d'habitude, merci à toi. Super, merci beaucoup. Bonjour André, merci Bonjour, d'être André. là. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et dire à quel moment tu es intervenu? Est-ce que l'émission et le reste des émissions peut-être spéciales qu'on a pu faire ensemble t'a permis de voir ou... Bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être invité sur l'émission numéro 5. Voilà, et de pouvoir échanger très longuement avec Laurent, que par ailleurs j'avais connu un petit peu dans une vie antérieure, puisqu'il travaillait dans le sport et moi aussi, et donc on avait eu l'occasion de se croiser. En fait, j'ai créé un magazine de sport en 1998. Que j'ai cédé quelques années plus tard, après un démarrage et un projet très très sympa. Et puis je l'ai racheté par passion 15 ans plus tard. Et je le dirige maintenant depuis 5 ans, depuis 2019. Et je trouve que, en fait, et si on parlait de sport, par les personnes qui y travaillent, Laurent bien entendu, mais Audrey, Pauline et tous les autres, a des valeurs communes avec Sport Région, et les activités que l'on propose, les outils de communication que l'on propose. Donc ce rapprochement était naturel et on est allé un peu plus loin ensemble puisque on a parlé de beach volley bien entendu, qui était un événementiel que nous avions créé. Et on s'est rejoint après à Dialogue Sport qui était un colloque, c'était une première également cette année, un colloque que nous souhaitons récurrent maintenant tous les ans. Et peut-être plus, et sur lesquels on s'est dit, nous on va proposer un plateau d'intervenants sur des thématiques et des sujets qui concernent le sport et l'actualité du sport et ses problématiques également. Voilà, avec un réel souhait d'essayer de confronter des idées et d'essayer de faire avancer ces sujets-là. Et on s'est dit, c'est bien, on va le faire dans un amphithéâtre, hein, il y aura un certain nombre de spectateurs, mais peut-être qu'on peut essayer de faire perdurer ça. Alors évidemment, ça va apparaître dans le magazine, c'est une évidence, mais il n'y a pas le son, il n'y a pas l'image, il n'y a pas... Voilà. Et donc, le son, on pouvait le trouver avec vous. Et donc, on a souhaité vous inviter sur Dialogue Sport, et puis ça a été accueilli immédiatement. On ne sait plus d'ailleurs maintenant qui c'est qui a invité l'autre. Et vous avez accompagné cet événement, voilà, qui va nous permettre aujourd'hui, qui a déjà permis de la communication, mais qui va permettre encore beaucoup d'autres choses à l'avenir, puisque la première maquette de l'émission spéciale qui sera consacrée à cet événement va sortir dans les mois à venir, et ça va donner une continuité et un lien avec ce qui sera fait l'année prochaine, et j'espère qu'on trouvera effectivement les mêmes terrains d'entente sur les années à venir, parce que je suis fidèle au partenaire et on a trouvé un partenariat qui a bien fonctionné, et j'espère qu'il se poursuivra à l'avenir. Merci. Quels sont les avantages pour toi justement de cette émission radio? Tu parlais tout à l'heure de traces. Oui, beaucoup d'arguments sont donnés évidemment à propos et tout à fait réels et efficaces autour de et si on parlait de sport, l'argument
que je souhaite moi mettre en avant, c'est la trace que l'on laisse. Alors pour ma part, avec le papier, vous avec le son, d'autres avec des images. J'espère qu'on va trouver à un moment donné un triumvirat d'ailleurs qui permettra de couvrir tout ça. C'est important effectivement de laisser du temps, du témoignage à des clubs, des acteurs du sport qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer dans les médias plus traditionnels, plus contraints également par une réalité économique. On a la chance, nous, d'avoir des supports sur lesquels on peut laisser de la place. Alors moi, ça se compte en pages, vous, ça se compte en minutes, mais effectivement, les gens ont le temps d'exprimer leur passion, d'exprimer leur sport, de le faire connaître. Voilà, et je trouve que c'est extrêmement important dans le paysage médiatique autour du sport. Voilà, avec l'année qui va arriver, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, chacun de notre côté et ensemble. Bernard Pujol. Je suis au conseil d'administration du GDOS 31 depuis une dizaine d'années. Donc aux côtés de Brigitte et de l'équipe. On a vu effectivement, on a vécu la genèse. Brigitte qui nous avait informé qu'il y avait une possibilité de bénéficier de médias, et Laurent Garnier, effectivement, qu'on félicite avec toute son équipe, sans oublier personne, qui a su amener cette compétence et ces moyens. Donc la genèse, elle y était. Si on parle des sports, alors moi je l'ai connu parce qu'effectivement il y a eu les premières émissions et que le rugby a participé, nonobstant la Coupe du Monde, on n'avait pas donc c'était un peu le moment de parler rugby. Fallait un petit peu. Et à Toulouse ou en Haute-Garonne, pourquoi pas, voire Occitanie. Donc on a été effectivement acteurs et présents sur les émissions. Sur le concept, effectivement, on a vite constaté que, comme l'a dit Laurent ce soir, les images, tous les médias que l'on connaît, que ce soit presse écrite, nos grands supports médiatiques, on les connaît, ils savent faire et on les en remercie. Mais ces podcasts qui sont proposés aux clubs, aux comités départementaux, n'existent pas. Il y avait ce vide. Et si on parlait sport, les résultats de ce soir, la 25e émission, et les résultats de ce soir sur les impressions YouTube et autres statistiques amènent à dire que d'emblée, c'est une réussite. Le besoin y était et la compétence est là. Et il faut maintenant faire l'effet boule de neige pour qu'effectivement plus de clubs, plus de comités viennent y participer. Moi, je n'en pense que du bien entendu. Tout ce qui est communication, faire savoir est très important pour toutes nos entités sportives, clubs ou comités départementaux. On a dit ce soir que on ne savait pas communiquer. Les clubs, les bénévoles sont pris dans beaucoup de tâches. Et effectivement, on n'est pas dans l'entreprise, c'est pas la première priorité, bien que, parce que tout ce qui se fait, on a un peu de mal à le faire savoir. Et c'est bien de pouvoir les amener à prendre conscience réellement qu'il y a des organes où ils ont la parole et ça sera repris. Et il faut qu'entre tous, comme ce soir, on s'est tous rencontrés, toutes activités sportives confondues, pour parler de nos sports, de toutes les thématiques autour du sport. Et là, on y est très sensible avec tout ce qui est sociétal, le handicap, la nutrition, la santé, les addictions, et j'en passe. Et là, effectivement, c'est un grand vecteur et c'est bienvenu à Si on parle des sports. C'est très agréable. Je n'écoute pas toutes les émissions tout le long, parce que j'ai un peu de rugby et un peu autre chose à faire aussi dans ma vie. Mais je prends toujours plaisir à écouter et à découvrir d'autres personnes, d'autres activités. Et il faut qu'elles viennent encore plus nous l'expliquer, nous le faire partager. Pense aussi à écouter le quiz à la fin. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, alors je vais être franc. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je me le réserve. Je ne suis pas... Alors, j'ai pas comme un bon dessert. Ah, comme un bon dessert. Ouais, assurément. Je n'entends que les bienfaits et la bonne humeur et tes capacités à l'animer. Donc, je ne les manquerai pas. Et c'est vrai que au début, je n'avais pas trop le temps entre les périodes, la Coupe du Monde, j'ai pas négligé, mais nous le regardons un peu plus. Les chiffres sont là, c'est entendu et vu beaucoup plus. Donc, tant mieux, c'est que ça marche et il faut effectivement continuer le projet dans son ensemble, comme nous l'a explicité Laurent. Il n'y a pas que faire des émissions, il y a aussi construire la pérennité, le partenariat, l'économie. Bien sûr, c'est très important pour évoluer, aller plus loin et
c'est devenir fort et écouter. Si tu as un petit mot, une recommandation à faire. Une recommandation, j'appellerais, moi je suis déjà Ogdos. Le rugby, on n'était pas Ogdos, parce qu'effectivement on a la chance d'avoir des structures qui font que on est Calliope, on a notre IREF, on a beaucoup de salariés, beaucoup de compétences. Et moi, je n'y suis pas venu pour raisonner besoin. Et avec les amis du CDOS, on raisonne beaucoup plus mutualisation des problématiques. Et comme on l'a fait un peu pour respecter mon sport, on en reparlera ailleurs, on se regroupe sur des thématiques. C'est pas nos sports, ce ne sont pas nos chapelles uniques. Non, ce sont les valeurs générales du sport. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Donc moi, je le conseillerais, oui, je le conseille à tous les sportifs. Et j'ai des contacts qu'il faudra. J'ai un Sofiane Oumia que j'ai entraîné au rugby, qui est quand même quelqu'un de connu et qui doit communiquer de par son parcours sportif, son parcours humain. Il faut qu'il vienne nous parler et il le fera. Il y a un ami là qui est la structure de pétanque, je sais pas quoi, ils ont leur problématique aussi. C'est un sport de loisir, mais c'est une activité sociale, humaine. Et qui vit comme nous, de fréquenter des bénévoles, des adhérents, avec toutes les problématiques et les bienfaits, on parle toujours des problématiques, et les bienfaits bien sûr de nos associations. Et bonjour, donc je suis Nino Pelloli, préparateur mental, et j'ai été intervenu donc en mois de juillet, il me semble, dans les premières émissions de Si on parlait de sport, et j'ai fait une chronique justement pour me présenter la préparation mentale et ce que ça pouvait apporter aux sportifs, ce que ça apporte aux sportifs que j'accompagne. Ce qu'il y avait de positif, ce qui était très intéressant, c'était l'ambiance, déjà. D'avoir 1 heure, de parler vraiment de sport avec des sportifs qui sont passionnés, des dirigeants qui sont passionnés. Donc c'est toujours très intéressant de parler avec plein de sports différents. Donc lorsque j'étais intervenu, j'avais un skipper, Mathieu, et on avait parlé de cyclisme aussi. Donc vraiment une bonne ambiance, passionné de sport, de la bonne humeur. Et ça m'a permis d'avoir la chronique pour la communication, de communiquer. Toujours intéressant d'apprendre des choses, de communiquer aussi auprès des sportifs, donc d'être entendu en tant que préparateur mental, de présenter ce qu'est la préparation mentale, des choses qui sont importantes. Et c'est un outil aujourd'hui dont je me sers pour la communication sur la page YouTube qu'on a avec ma collaboratrice. On communique dessus, on le met en lien pour parler à tout le monde et pour pouvoir nous présenter ce qu'est la préparation mentale. Donc Cindy Laplace aussi, qui est ta collaboratrice et qu'on a eu aussi la chance de recevoir aussi dans l'émission et qui nous a bien parlé de la recette de la préparation mentale. Exactement, dans la recette du bœuf bourguignon. C'est ça. Donc on peut avoir tous les outils pour être performant à une compétition et que il faut savoir le mettre en place et que l'aspect mental est une chose importante pour le mettre en place pour être performant en compétition. Okay. Donc les choses importantes sont vraiment ça, les valeurs, la bonne humeur, le bon moment qu'on passe tous ensemble, la passion du sport qui nous anime tous et toutes, je pense, intervenants, chroniqueurs, etc. Et l'utilité pour la communication. Toi, personnellement, comment t'es ressenti d'une émission radio ? T'avais eu l'habitude de faire de la radio ? T'en avais déjà fait ? Et non, c'était ma première émission de radio. Et donc, c'était quoi tes ressentis ou voilà ? Découverte, très agréable, et c'est pour ça que la notion de plaisir, vraiment de convivialité, de bonne humeur est importante parce que j'avais vraiment passé un bon moment de découvrir et puis le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau aussi. Et donc un vrai plaisir d'avoir fait ma première fois avec Si on parlait de sport. En quoi tu recommanderais à quelqu'un d'autre, un autre professionnel peut-être, de passer dans une chronique et à qui, à ton avis, quel serait le public ou les personnes qui auraient intérêt ou qui seraient peut-être intéressées pour faire leur propre chronique aussi comme toi ? Ce sur quoi je peux recommander, c'est vraiment le plaisir de passer un bon moment. Déjà, c'est la première chose, c'est passer un bon moment. Utile pour la communication. La chronique, ça peut être intéressant. Toutes les personnes qui finalement sont dans le milieu du sport et qui œuvrent pour les sportifs, pour le monde du sport. Je pense par exemple à des nutritionnistes qui pourraient être intéressants pour eux de parler d'eux, des choses qu'ils pourraient apporter aux sportifs. Et finalement, tout ce qui entoure le sport. Voilà, tout l'univers sportif, pas que les sportifs ou les comités. C'était aussi, vous, préparateurs mentaux, des kinés, des ostéos, des nutritionnistes. Ouais, c'est vrai qu'on avait... Exactement, que ça soit à la fois pour eux en termes de communication et même pour apporter aux sportifs des conseils, des outils, des choses qui sont intéressantes. Et maintenant, place à la prolongation. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation avec un florilège de souhaits pour cette nouvelle année 2024,
année sportive par excellence avec l'événement phare des Jeux Olympiques à Paris 2024. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, sportivement, olympiquement et humainement, et restez en forme. Je vais souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, au milieu sportif, mais également en fait à l'équipe. C'est votre premier Noël. J'espère qu'il sera bon et qu'effectivement vous allez repartir avec un beau cadeau du Père Noël et que vous pourrez renouveler tout ce que vous avez fait cette année et grandir, mais j'en suis sûr parce qu'il y a les valeurs et il y a les personnes pour le faire. Les premiers vœux qu'on peut souhaiter, c'est de la paix, surtout au-delà de tout. Et surtout la paix, quoi. Le bonheur, les familles retrouvées. On arrive sur ces fins d'année où les fêtes doivent nous réunir. Donc ça fait un peu vieux con ce que je dis, mais quand on voit ce qui se passe partout, qui au nom de quoi et de rien, on se fout sur la gueule, on se malmène, on se tue. Donc moi j'appellerais déjà à ce simple sourire, à ce simple respect, qui que l'on soit, quelle que soit sa couleur ou sa confession. Déjà ça c'est le vœu le plus cher. Et au travers du sport, le sport illustre toutes ces valeurs d'accueil, d'acceptation, de partage, de lien, de respect. Puis ça fait du bien, quoi, le sport. Donc faisons du sport, rencontrons-nous, passons de bons moments, parce que si tout est sérieux, il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux. Ce n'est que du sport. Mais c'est tellement grand. Il faut le faire savoir, y compris à nos collectivités et nos élus. Ça, c'est un cheval de bataille que je mène et que je mènerai toujours. On ne pourra pas peut-être toujours supporter toutes ces problématiques. Il faut qu'on soit fort pour être reconnu et faire que le sport, effectivement, soit le plus grand terrain de jeu pour nos jeunes et moins jeunes, bien portants ou moins, filles ou garçons. Voilà tous mes vœux de bonne santé. En tout cas, Audrey et Pauline, je suis ravi d'avoir autant de compétences, de charme. C'est un bonheur de vous côtoyer. Tous mes vœux de bonheur à tous ceux qui nous écoutent. Ce que je souhaite, c'est beaucoup de réussite. Pour les sportifs, de prendre beaucoup de plaisir dans leur sport. De la réussite, ok, mais beaucoup de plaisir, parce que c'est une chose qui est primordiale dans le sport et qui est parfois un petit peu oubliée. Donc vraiment, prenez du plaisir et de la réussite. Alors pour 2024, on sait que c'est une année olympique. Ce que je souhaite à tous les sportifs, c'est de faire du résultat et surtout prendre du plaisir. Et pour les bénévoles, on leur adresse tout notre soutien et notre engagement à soutenir leurs actions pour organiser le mouvement sportif et faire de cette année 2024 une grande année de fête. Pour 2024, j'aimerais souhaiter à tous les comités départementaux, tous les clubs, tous les sportifs de la Haute-Garonne et même des autres départements, allez, soyons fous, une excellente année 2024 qui rime avec l'olympisme et ses valeurs, une année pleine de sport. Alors un souhait pour 2024, alors je vais peut-être redire ce qu'ont dit mes deux collègues, c'est que nous sommes en année olympique et donc je souhaite bien à l'ensemble des bénévoles, des athlètes, du mouvement sportif, l'ensemble du mouvement sportif de vivre ces Jeux comme quelque chose d'extraordinaire et j'espère que on en aura un bel héritage. Je voudrais aussi souhaiter une belle année 2024 à notre émission parce que elle a bien démarré en 2023 et vraiment c'est un outil très important pour favoriser la communication et créer du lien pour l'ensemble du mouvement sportif. Et si on parlait de sport, et on reparlera de sport. Alors moi, je serai très bref, la chaleur et tout n'aidant pas les choses. Je voudrais qu'on atteigne les 2,5 millions de followers, j'insiste bien sur les 2,5 millions et je souhaite une très longue vie et si on parlait de sport et que vous soyez toujours plus nombreux à nous suivre et à vous abonner à notre super chaîne sur le web. Eh bien, déjà de belles fêtes de fin d'année et que l'année 2024 soit une merveilleuse année, pleine de projets sportifs. Mon souhait pour 2024, ce serait d'intégrer un maximum de personnes sur l'aventure donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Oui, je souhaite surtout que cette nouvelle année 2024 soit remplie de plein de réussites, de défis sportifs à relever avec brio, d'émotions partagées autour de notre passion commune pour le sport et pour toutes ces belles valeurs qui rassemblent toutes les personnes. J'ai vraiment passé une année incroyable en votre compagnie, explorant une multitude de disciplines sportives, découvrant des histoires inspirantes et célébrant les exploits de sportifs aussi exceptionnels. Et c'est grâce à vous, cher auditoire, que cette aventure continue de grandir et de s'épanouir, alors que vraiment cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réalisation de tous vos objectifs, qu'ils soient sportifs ou personnels. Et continuez vraiment à vivre votre passion pour le sport, à soutenir vos équipes favorites, à vibrer et à transmettre vos valeurs qui vous animent. Donc bonne année 2024 à tous. C'est la fin du match et de cette 30e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match.
C'est la fin du match et de cette 30e émission avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine avec l'agenda sportif. Et cette semaine, vous pourrez suivre de nombreux sports et de nombreuses disciplines. Du 1er au 4 janvier, il y a la Coupe du Monde de ski alpin à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le 6 janvier, il y a le top 14 avec Perpignan qui va affronter Oyonnax, Montpellier qui va affronter Toulon, le Racing qui va jouer contre Castres et Toulouse qui accueille Lyon. Du 4 au 7 janvier, il y a la Coupe du Monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Du 5 au 12 janvier, c'est le Rallye Raid Dakar en Arabie Saoudite. Du 5 au 6 janvier, vous pourrez voir la Coupe du Monde de saut à ski en Autriche. Du 4 au 9 janvier, il y a également les championnats d'Europe hommes de water-polo à Netanya en Croatie. Puis du 5 au 7 janvier, vous pourrez également suivre les championnats d'Europe femmes de water-polo aux Pays-Bas. Et pour terminer, du 10 au 28 janvier, il y aura les championnats d'Europe de handball hommes en Allemagne. Au programme de la semaine prochaine, chaussez vos skis de fond, prenez vos fusils à plomb et rendez-vous sur les pistes de biathlon pour suivre nos championnes et champions qui chaque semaine nous régalent par leur performance. Guillaume Abran, responsable ski nordique du centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu, nous en parlera. En deuxième mi-temps, c'est de l'athlétisme que nous vous proposerons avec la rencontre d'une jeune athlète, Marwa Azoujli, âgée de 14 ans, qui évolue au club de Colomiers, accompagnée de son père Saïd et de son président. Ils viendront nous parler de leur passion pour la course de fond et demi-fond et aussi de la vie d'un club d'athlétisme. Merci à tous celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission Best of, un vrai plaisir de ces bons moments passés ensemble. C'est la 30e émission et de Si on parlait de sport, un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Condutte à l'animation radio et au montage son, Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Coratin, notre partenaire informatique Samperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à Audrey Vidotto pour la réalisation des chroniques avec les invités, à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Laurent. Merci Pauline. Nous avons eu beaucoup de plaisir à produire et réaliser cette 30e émission de Et si on parlait de sport. Nous espérons que vous aurez aussi plaisir à l'écouter. Nous vous souhaitons une très belle année 2024 et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.